Día. Ahora sí. Bueno, buen día. Bonjour à tous. S'il n'y a pas de problème, nous sommes en train d'enregistrer pour qu'il reste dans les registres de l'événement. On est très content, on serait plus content si on le faisait de façon présentielle. En fait, on a déjà tout aménagé pour les camarades des, des mouvements sociaux puissent nous loger ici au Uruguay. Cette invitation était partager un moment ensemble, mais pour des thèmes qui sont évidents. Pour la pandémie, il a fallu le postposer une année et après décider de le faire virtuel pour ne pas continuer à attendre. Effectivement, on ne s'est pas trompé du tout parce que hier et avant-hier, on a eu 2 journées très intéressantes d'échanges avec différentes camarades de différents pays et on a revu l'œuvre de Lefebvre convoquée par les sociaux. On pensait la lutte sur l'habitat, l'espace, le droit au logement, la ville, comme un agencement à la résistance du capitalisme dans cette phase actuelle. C'est pour ça un peu l'invitation, c'est Lefebvre, l'introduction à l'espace, la résistance, agencement à la résistance du capitalisme. Pour ça, on pensait que cet événement, c'est le troisième événement qu'on fait. Le premier était au Mexique, le deuxième en France et le troisième ici à Montevideo. On verra dans le futur quel sera le prochain. Ce qu'on d'essayer de faire plusieurs camarades, c'est de reprendre l'œuvre de Lefebvre, pas seulement pour sa pensée, mais aussi pour son action. C'est ce qu'il disait Lefebvre dans son œuvre et dans sa vie, engagé dans les causes, dans différents moments de lutte et de résistance et en faisant, comme on disait l'autre jour, en faisant de son œuvre un outil pour convaincre et pour vaincre. Convaincre et vaincre à partir de ces réflexions et interprétations de ce moment historique que nous traversons. Dans ce sens-là, on est dans cette table. En quelque sorte, il y aura 4 mouvements sociaux qu'on va penser sur l'agencement de la résistance, ce qu'on demande aux camarades, qu'on vous remercie déjà que vous aviez eu ce petit moment dans le matin en Amérique latine et l'après-midi en Europe, en France, pour partager un moment, une conversation entre mouvements et, et pour le reste des participants. La dynamique sera dans l'ordre du programme pour donner la parole, 15 minutes pour partager. Comme on a 3 mouvements qui parlent en espagnol et d'autres en français, il y aura une interprétation simultanée. Les camarades qui auront besoin de traduction, alors là, en dessous, il y a un petit rang où il dit représentation où il dit partager l'écran. Et là, vous pouvez changer d'une langue à l'autre. Alors maintenant, nous allons commencer avec les mouvements qui parlent espagnol et après ceux qui parlent en français. Ceux qui veulent écouter l'espagnol, ils doivent entrer dans la chaîne en espagnol. Et ce sera transmis par YouTube où il y aura la langue originale de celui qui parle. La traduction se trouve dans le Zoom. Alors ça, c'est pour question de décalage, etc. J'ai le plaisir de vous présenter dans cet ordre, dans l'ordre de l'intervention, Gustavo González, secrétaire de la Fédération uruguayenne des coopératives d'habitation pour l'aide mutuelle, intégrant de champs populaires avec de 51 ans avec 51 dans cette fédération. Cher Gustavo, c'est un plaisir que tu sois ici. D'autre côté, on a les camarades de la table de coopératives du Sud, l'Alliance latino-américaine des coopératives d'habitation pour l'aide mutuelle, avec le camarade Jairo et la camarade Mayra. Je les vois là. Et après, j'ai le plaisir d'inviter
Je sais qu'ils sont avec une agenda très serré. Madame González du mouvement de pobladores de Ucuama du Chili. Et je profite pour la féliciter pour, pour avoir être élue constituante pour aider à changer cette vieille constitution chilienne de Pinochet. Elle intègre les mouvements de pobladores. Alors, sans doute, elle va faire des commentaires là-dessus. Et en dernière place, on a Renaud et Camila, Camilo, concernant les luttes sociales autour des métiers des migrants à Caen, France. Alors, bienvenue, Renaud et Camilo. Un plaisir que vous ayez ce temps pour partager avec nous. Si vous êtes d'accord, on commencerait en donnant la parole à Gustavo, qui serait l'amphitryon, l'hôte, qui serait l'hôte. Alors, bonjour tous et toutes, un plaisir d'être ici avec vous, de vous saluer. Je te demande, Marcelo, de me dire quand j'aurai fini mon temps pour respecter la parole de tous. Tout d'abord, vous féliciter par l'effort fait pour cet événement. Je pense que si aujourd'hui on va voir les mouvements sociaux, il faut voir notamment la pensée et toute la conceptualisation de Lefebvre, en quelque sorte, on l'a mené à la pratique, les différents mouvements sociaux. Pour nous, parler du droit à la ville est absolument impossible si on ne parle pas du droit au sol urbain. Dans ce sens-là, nous, nous avons une expérience développée dans l'année 89 pour les occupations de terre. Je vais plus ou moins le résumer, lié à la lutte pour l'espace. Dans ce cadre, nous, comme coopérative d'habitation pour l'aide mutuelle et collective, nous sommes nés vers les fins des 60, une époque où il y avait des terres estatales pour le développement des coopératives d'habitat et d'autres coopératives de logement social. Après la dictature et d'autres procès politiques, dans la période de la dictature, toutes les terres sont passées à la promotion privée, quelque chose de honteux qui ont fait les militaires à cette époque-là. Dans ce cadre, l'année 85, la démocratie retourne en Uruguay et la coopérative d'habitation, même si on avait un gouvernement supposant des urnes, on avait deux problèmes très importants. Le premier, quand on nous donnait plus de personnalité morale, et le deuxième, on n'avait pas de sol pour travailler. Dans ce cadre-là, et avec les années, on a essayé de travailler et voir quel genre d'occupation de terre on voulait. C'est clair pour tous et toutes que nous sommes en train de problèmes essentiellement politiques, étant donné que les différentes couches dominantes de la bourgeoisie s'approprient d'une ressource comme le sol, et ça a mené à tous les problèmes que vous connaissez, que les pauvres vont dans les périphéries et l'augmentation du coût du sol est inaccessible pour les couches les plus vulnérables. Qu'est-ce qu'il y a eu comme déclenchement dans la plupart des pays de l'Amérique latine? Si on sait l'expérience de lutte de nos camarades, c'est occupation de terre parce qu'il faut vivre quelque part. Mais nous, à ce moment-là, nous avons nous avons déposé une question clé, c'est de faire la lutte pour un instrument politique, la reconstruction des terres. Et nous, des terres, on occupe des terres pour démontrer publiquement et déposé dans l'agenda public qu'il y avait des terres inutilisées et en plus, l'État, il avait des terres, il possédait des terres pour octroyer et pouvoir construire. Ça, on trouve que c'est un élément central
et le triomphe de ces occupations qui nous ont menés à la lutte a été possible, à notre avis, parce que nous avions tout un mouvement coopératif où la synthèse politique a pu appuyer ces occupations. De toute façon, le gouvernement de cette période et l'État s'est lancé contre l'occupation des terres, alléguant à la sacrée propriété, droit à la propriété privée, et ils ont pas voulu aller à la violence, etc. Ça, c'est un élément important parce que quand on parle du problème du sol, en général, tout le poids de la loi de l'État se décharge sur les dos des travailleurs qui luttent pour un morceau de terre. Dans ce moment, l'Uruguay, par exemple, il y a tout un problème politique central et pour une occupation de terre dans le quartier Santa Catalina qui a déclenché plusieurs débats politiques à ce sujet. Pourquoi on regarde ça? Parce que pour pouvoir situer Lefebvre comme dans notre lutte, c'est fondamental. Et c'est-à-dire le thème de parler d'une ville démocratique dans le système capitaliste est absolument impossible si on ne se bat pas pour le sol. Mais pour se battre pour le sol, il faut réussir à à lutter pour un instrument politique. Nos pays peuvent l'appeler fonds de terre, etc., mais c'est notre lutte. Je dis ça parce que dans un élément international, il faut essayer de voir dans quelle mesure ces instruments-là, on pourrait les développer dans tous les pays. Parce que la lutte donnée par les Ouvriers à ce moment-là, et la lutte des Incas, des gens de Honduras, etc., c'est toujours la même. Alors, il faut avoir quelques clés fondamentales, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a aidé la COVID, c'est l'irrationalité du système capitaliste et l'impossibilité de sauver l'humanité. Aujourd'hui, on parle d'une crise sanitaire, mais on est face à une crise du système. Et pour ça, il faut se préparer. Dans la lutte pour le sol et pour la ville, il faut définir clairement que la lutte des classes existe, vie et lutte. Je dis ça pour toute une sorte de rénovation que quelques secteurs de la gauche veulent, veulent éliminer et omettre ce sujet. Ça nous a changé, mais nous, on est convaincus que FUCBAM, dans la lutte pour le sol, est l'un des axes centraux pour la lutte, la périphérie, les gens sans habitation, tout ça a un lien avec ce problème. Alors, dans ce cadre, dans nos pays, dans ce temps-là, 89, nous avons été processés par la justice civile et après, sous le gouvernement du Frente Amplio, même s'il était progressiste, qui était progressiste, et maintenant, nous sommes processés sous une loi. Parce que même les gouvernements progressistes n'ont pas été capables d'aller aux structures du système, tandis que toutes les lois du Parlement sont utilisées pour stigmatiser la lutte pour la terre. Aujourd'hui, on a un problème de gravamen, de usurpation face au problème du sol, où le capital est concentré et tous les partis de terre dans le Parlement défendent le droit à la propriété privée. Dans ce cadre-là, nous trouvons que c'est fondamental la lutte pour des instruments politiques. Nous insistons là-dessus. Il y a des luttes héroïques de nos peuples qui ont tout donné, qui l'ont donné tous les peuples de l'Amérique latine pour le problème, le sujet du sol. Mais quand on se bat, il faut voir si la stratégie est pour des possibles triomphes et nous croyons dans la mesure que nous soyons capables,
que l'interprétation politique dans l'empirique, dans le pratique, soit vraiment menée. Alors, et se battre pour l'espace, c'est entrer dans la contradiction entre le pouvoir et nous. Tout le reste, c'est n'importe quoi, c'est un discours. Mais d'aucune façon, on ne peut honorer Lefebvre si on ne donne pas la lutte pour ça. Dans ce cadre-là, nous pensons que pour le droit au logement, surtout la coopérative d'habitable du logement, il peut y avoir d'autres mouvements sociaux comme ou mieux que les nôtres qui doivent se battre pour trois instruments fondamentaux. L'un, c'est le financement de l'État. On ne peut pas vivre de plans d'expérience pilote. Si on ne va pas frapper à la porte du gouvernement, le problème, sans l'aide de l'État, la deuxième, c'est la lutte pour les cadres légaux, où on a la difficulté jusqu'à l'entrée des couloirs de l'État. Et le troisième élément, c'est l'importance de donner la lutte pour les terres, les portfolios de terres. Moi, je rigole quand on me dit que Montevideo, c'est une ville démocratique. C'est pas vrai, absolument, absolument, c'est un mensonge. Montevideo a un mur, pas celui de Trump. Il s'appelle Avenida Italia et ça traverse la rue. Moi, de Avenida Italia vers la mer, il y a tous les services. De Avenida Italia vers le nord, il y a l'autre Montevideo. Et dans cet autre Montevideo, il y a des quartiers. Alors ça, c'est très important. Parce qu'avec une voie pour bicyclette, il n'y a pas la solution. Quand on commence à dénoncer, on va dénoncer que la ville n'est pas démocratique, il faut d'abord résoudre qu'il n'y a plus de discrimination et que les pauvres ne soient plus expulsés vers la périphérie. Mais le capitalisme est tellement... Regardez que la rue Avenida regarde vers la mer pour donner ça à la bourgeoisie. Et alors, si vous achetez un logement vu dans la mer, ça coûte plus, même si on ne voit pas la mer. Ça, ce sont les éléments qu'il faut dénoncer. Il faut se battre pour voir vraiment le problème. À Montevideo, il y a un bus qui, qui vient d'un quartier de la bourgeoisie, qui est appelé Positos, qui va vers le centre-ville. Ce bus public, c'est le bus qui a plus de fréquence et qui est toujours vide. Marcelo et les Uruguayens, ils savent, le 121, la ligne 121. Tandis que les autres bus qui viennent de la périphérie, il faut voyager avec bourré de monde, dans un bus bourré de monde, plein de monde. Alors, les lignes de transport, les espaces verts, etc., vont toujours s'approprier de la classe dominante pour ses habitants. Dans ce cadre-là aussi, il faut dénoncer quelques éléments avec l'offensive du capital. Par exemple, les camarades Honduras qui ont les villes modèles. Ils ne sont plus dans l'enclave bananier. On est dans un enclave urbain avec des hectares et des hectares dédiés aux multinationales avec une législation de travail différente à celle du pays dedans. C'est ce qu'on appelle les villes modèles. Donc, loin du capitalisme, il est en retrocès à l'offensive concernant le sujet urbain. Dans ce sens-là, nous sommes dans une ambiance la plus urbanisée de la planète et qui a le plus d'inégalités aussi. Donc, la lutte en Amérique latine sera fondamentale et substantielle. Ce genre de rencontre est substantiel, surtout pour lier les mouvements sociaux de notre continent et continuer à se battre. Depuis le consensus de Washington,
en règle, tous les États de l'Amérique latine ont rempli ces obligations du consensus de Washington, que c'est débarrassé de l'État et privilégier au marché comme régulateur de problèmes du logement. Tous les pays, à partir de cette crise, il y a eu un déficit qui a augmenté en qualité et en quantité. Dans ce cadre, nous croyons qu'il est très important de faire les réflexions, des événements, mais surtout continuer à structurer des plateformes pour la lutte pour un vrai droit à la ville. Et j'insiste, si on ne se bat pas, si on ne donne pas la lutte pour le sol urbain et pour dénoncer et dénuder que la ville démocratique dans le système capitaliste, c'est une utopie universelle. Il faut donner une lutte pour le sol et ses services. Je crois, Marcelo, que je suis arrivé exactement au temps prévu. Et merci, Gustavo, pour la discipline, le temps et l'exposition et ton exposé. Alors, les camarades Jairo et Amada de Honduras, si vous êtes là. Bonjour à tous, chers camarades. C'est un plaisir de partager cet espace international avec chacune de vous. Ce matin, je vais vous parler un peu de Mecomisur. C'est le table coordinatrice d'Honduras. On est né en 2012 de jeunes coopérativistes formés par un grand maître, Gustavo González, qu'il faut souligner. Nous avons commencé dans ces processus éducatifs qui nous ont fait très bien, ils nous ont fait faire ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, nous avons commencé ces processus de sentir ces besoins de nous réunir entre des coopératives pour coordonner des actions que vont bénéficier notre base. C'est ainsi que nous sommes commencé ces processus de Mecomisur au sud du pays. C'est pour ça que le nom est Table des coopératives du Sud, un nom qui va changer à un moment donné parce qu'il a besoin de ce changement, parce que nous ne sommes pas seulement au sud du pays. Les lignes de travail que nous utilisons, l'une d'elles, c'est l'incidence, l'autre, l'éducation, l'accompagnement aux coopératives dans la conduction de la communauté et le renforcement et la croissance organisative. Donc, pour parler de chacune d'elles, par exemple, l'incidence, la Mecovisur travaille fortement sur des lois qui existent déjà après un grand procès, surtout celle de logement. Et elle n'est pas comme nous aurions voulu, mais nous avons déjà la loi et c'est très important pour notre mouvement car nous avons déjà un financement de gouvernement pour la construction des logements. Il faut dire qu'il y a une grande lutte derrière cette loi qui existe maintenant, qui a été d'abord un programme, puis on a dû lutter pendant des années pour arriver à ceci. Il y a aussi la loi des coopératives de logement qui existe déjà, mais nous avons aussi la loi du coopérativisme, la loi des coopératives, où l'on travaille très fortement pour faire plus de réformes qui englobent la loi de logement, le coopérativisme de logement. Cette loi a trait au secteur d'épargne de crédit. Ce sont des choses où l'on travaille en incidence. Et l'autre axe, c'est la partie éducative. Mecovisur a, depuis 2017, une école de formation de coopératives où l'on a 3 niveaux, c'est-à-dire nous voyons 3 groupes pendant l'année. Un premier niveau qui a trait à des sujets de base tels que le modèle, le coopérativisme de base, l'incidence, le leadership. Un deuxième niveau, c'est de faire des échanges
avec d'autres mouvements ou des organisations politiques qui luttent en faveur des plus, de ceux qui n'en ont pas rien, qui luttent pour contre ce qui est le capitalisme qui nuise ou qui absorbe cette partie du leadership. Et à travers ce deuxième niveau, nous luttons avec cette partie. Nous avons aussi un troisième niveau à l'école et c'est la lecture de livres. Les 3 livres, nous avons 3 personnes d'Honduras et un troisième uruguayen. Le premier, c'est Prison verte. Gustavo disait bien, il a trait à tout le désastre des années 50 avec les bananières, l'exploitation, le produit chimique et un gouvernement militaire qui a maltraité les personnes qui ont obligé les personnes à développer cette production. L'autre livre, c'est Quand les aragnes attaquent. Ça réfère à l'époque perdue en Honduras. C'est très important et nous croyons que comme coopérativistes, nous devons le connaître. Et l'autre, les vins ouverts d'Amérique latine, que tout le monde connaît bien. Ça fait partie de l'école de formation de coopératives qui est fondée sur cette deuxième. La connexion s'est coupée. Voilà, on continue. C'est pour la construction si nous savons qu'on va beaucoup au-delà des logements. Nous développons des choses telles que les coopératives qui ont des centres de soins de développement des enfants, où l'on fait attention aux enfants, où les femmes, nous pouvons avoir un espace, un peu plus d'espace pour laisser nos enfants dans un endroit qui est sûr pendant que nous travaillons ou nous éduquons ou quoi que ce soit. Des projets des fois, nous pouvons, nous faisons un chiffre, le capitalisme, un produit sain, les produits livres de chimie, que nous avons des coopératives qui développent des projets importants qui naissent dans le besoin pour l'idée de cette pandémie internationale que nous vivons, des enfants qui ne pouvaient pas avoir des cours virtuels en raison de leur situation économique. Et la coopérative fait des gestions pour des projets pour avoir que nous avons maintenant un espace où les enfants peuvent venir, ils ont de l'Internet gratuit, ils peuvent faire leurs tâches et avec des jeunes qui aident dans cette situation. On se rend compte donc de l'importance non seulement de la construction des projets, mais de faire des apports à cette partie. Ce sont des droits que nous savons avoir en tant qu'êtres humains. Et l'autre, c'est l'expansion du modèle. En 2012, nous sommes nés avec 4 coopératives. Nous avons maintenant 14 groupes de coopératives, non seulement le sud, on est aujourd'hui au centre, au nord et à l'ouest de l'Honduras. Et on va vers un bon chemin. C'est un travail très difficile, mais il y a déjà des camarades qui font partie du mouvement et qui sont plus connus. Et définitivement, nous sentons que la lutte est beaucoup plus importante maintenant, mais en créant ce cadre de participation, cette partie éducative qui ne doit pas être laissée de côté dans un mouvement social, nous pouvons nous maintenir dans cet espace de lutte sans nous arrêter jamais. Mais plus ou moins, c'était ça ce qui est notre nation, cette lutte forte, éducative et formative qui est dans chacun et chacune de qui faisons partie de cette coopérative des hommes et des femmes qui suivons un mouvement à cette force contre le capitalisme qui nous englobe, mais qui
que nous essayons de laisser de côté, nous essayons de faire la lutte tout le jour pour aboutir à nos objectifs. Bonjour, camarades. Nous voulons élargir un peu la croissance de notre coopérative au niveau latino-américain dans le contexte, vous dire que dans les dernières années, à partir de 2004, que nous avons reçu la visite de Phuc Van ici en Amérique centrale, qui a été dirigée par Gustavo González. Nous avons vu cette expérience que, comme elle mentionnait, s'est enracinée à nous. Et à partir de 2004, on commençait à surgir ces expériences dans des différents pays d'Amérique centrale qui ont donné comme résultat que beaucoup de coopératives et projets pilotes ont été développés pour voir que cela allait à bon chemin. Pour 2010, on a eu un outil politique qui a été diriger le chemin et la coordinatrice centra-américaine du logement solidaire. À ce moment-là, on a commencé à travailler en différentes lignes politiques à partir de cette organisation de troisième degré avec Covansur, qui regroupe les organisations de deuxième degré d'Amérique du Sud. Jusqu'à ce moment-là, nous luttions pour cheminer ces mouvements sociaux pour la lutte de la triade. La triade, comme le mentionnait Gustavo avant, c'est la lutte pour le cadre légal, pour le sol, pour le territoire. Bien qu'il est vrai que ce sont des organisations qui travaillent dans cette ligne, mais il faut encore beaucoup lutter pour récupérer la terre et positionner ces droits que nous avons en tant qu'êtres humains. Nous avons coordonné des actions avec Covansur. Vers la fin de 2018-2020, nous avons pu faire la constitution de l'Alliance coopérative d'aide mutuelle. Cela a renforcé notre mouvement car nous avons vu l'importance de l'internationalisation, de pouvoir lutter côte à côte, pas comme des organisations séparées, mais constituer une organisation latino-américaine qui puisse nous représenter, qui puisse faire cet écho à l'échelle mondiale et dans les processus que nous avons développés, les processus éducatifs comme moteur des mouvements sociaux et des organisations est très important, car avoir les informations à la main et savoir ce qui se passe est important pour développer les actions que nous devons faire comme organisation et mouvements sociaux. L'échange d'expériences aussi, car même s'il est vrai que l'idiosyncrasie de certains pays, mais la vie de la classe travailleuse est la même. Nous sommes exploités et c'est ça ce qu'il faut voir et identifier pour pouvoir coordonner des actions qui puissent nous lever un peu de la situation à laquelle le capitalisme nous met. Donc, l'effort contre-hégémonique que nous faisons en tant qu'organisation et mouvements sociaux pour pouvoir changer la vie de familles, de coopératives à partir de ces espaces, de petits espaces qui sont constitués comme des espaces contre-hégémoniques dans les coopératives de logement. L'autre chose, c'est la solidarité internationale. Nous voyons maintenant que, par exemple, avec le recul à partir de 2009, avec les gouvernements progressistes et la lutte qui a été développée pro-mouvement social en Amérique latine, nous avons vu l'importance d'avoir non seulement la connaissance de ce qui se passe dans d'autres pays, mais également l'appui. Par exemple, l'un de ces pays peut-être se sent tout seul s'il n'est pas appuyé, mais s'il arrive de lettres de solidarité et d'appui d'autres organisations et d'autres pays, cela donne la vie à la lutte des pays et la force dont on a besoin pour continuer à lutter. Et l'autre, c'est l'identifier des classes que nous avons comme mouvement social, le fait que nous savons que nous ne sommes pas seuls et que non seulement l'Alliance est avec d'autres coopératives, d'autres pays, mais également la connexion, la synergie, l'alliance que nous avons avec d'autres mouvements sociaux, des mouvements des femmes, des paysans, la lutte
peut être développé dans des pays et cela constitue cette identification de classe que nous développons et qui, ça va de soi, de lire, c'est ça ce qui fait la construction de la patrie grande en Amérique latine et le fait de pouvoir nous renforcer en tant que mouvements sociaux et pouvoir développer cette lutte pour que l'on puisse avoir des conditions de vie meilleures pour notre famille coopérativiste et pour les familles qui ont besoin d'un logement, du territoire, de pouvoir travailler libre. Alors, avec ça, nous avons donné cet renforcement d'organisation à notre organisation qui est composée par la COSIAVIS et la Convention comme des alliances latino-américaines qui développent tous les processus dont on a besoin pour pouvoir renforcer cet espace de lutte qui cherche la revendication du droit humain au logement adéquat parce que le logement est un droit, ce n'est pas une marchandise. Merci beaucoup, Jairo, très clair. Maintenant, on va donner la parole à la camarade Doris. Comme on est en train de traduire en français en même temps, demander à Doris de parler dans la mesure du possible un peu plus lentement pour que la traductrice puisse avoir le temps de traduire. Mais c'est fondamental les apports tant de vous comme de Gustave. Et même quand on a commencé cette conversation, ce n'est pas seulement pour le mouvement de coopérative qui est fondamental, bien entendu, pour la résistance au capitalisme, mais également d'autres expressions de mouvement. Et il faut être connecté comme les mouvements des personnes qui occupent, etc. Mais il est fondamental, bien entendu, certains aspects que vous avez apportés et qui seront dans les autres présentations. Par exemple, la formation, l'échange d'expériences et d'identifier les aspects en commun pour faire ces réseaux du capitalisme. Maintenant, Doris, je vais, mais je dois faire, je m'excuse publiquement parce que je dis qu'elle a été élue, mais je crois que cela a été plutôt un désir. Bonjour à tous et à toutes. Merci Marcelo pour l'enthousiasme. Ben oui, la réalité, si c'était pour vote, je serais élu, mais le système au Chili ne l'a pas encore permis. Donc, en tout cas, nous continuons à travailler dans ce processus de constitution comme l'a toujours fait du point de vue personnel et de l'organisation Ucamau à laquelle j'appartiens. Remercier l'invitation à cette rencontre. Il est toujours merveilleux, mais également éducatif de connaître d'autres expériences, de se rétroalimenter des luttes que nous avons dans les différents territoires, dans les différents endroits de la planète et qui nous permettent aussi de recueillir des expériences qui nous apportent aux luttes plus locales. Et pour nous, ça a été très important la participation dans des espaces comme celui-ci. Je vais je vais commencer un peu en racontant notre expérience, mais aussi un peu quelque chose sur l'histoire de notre pays qui est très particulière. Le Chili, dans ces derniers temps, a été assez convulsionné. Au Chili, il y avait eu beaucoup de mobilisations à partir des années 90 qui ont été sans la couverture médiatique nécessaire, le monde des travailleurs, des environnementalistes, des mouvements des étudiants très importants, des demandes comme le droit au logement et à la ville, des mouvements des habitants pour des pensions qui soient meilleures, qui ont permis d'accumuler du point de vue social et politique et aussi au niveau du territoire, et que ce qui déclenche l'explosion de la révolte sociale de 2019. Il y a eu une accumulation de forces
parce que les différentes organisations ont accumulé et nous mettons à disposition de ces luttes un déclenchement qu'en plus a changé la scène politique, qui ouvre un nouveau cycle dans un Chili si néolibéralisé et qui a avancé sans doute ce qu'on n'avait pas pu avancer pendant des années, quand on disait que c'était impossible de changer la Constitution. Et en très peu de temps, en raison des mobilisations radicales qui ont été faites et la défense que le sens commun et les secteurs populaires font de cette radicalisation de la protestation, ont permis que nous pouvons penser à changer la Constitution. Et tout ce processus nous a permis d'avancer dans des différents domaines. Nos collègues le disaient, la question de la formation et de l'organisation a été fondamentale pour ce Chili de transformation. Et au-delà de cette anecdote de la constitution du point de vue personnel, a permis de grands triomphes pendant la semaine et nous a permis de penser dans un Chili différent. J'aimerais de concentrer le récit dans la réalité de Chili après le gouvernement de l'unité populaire, où l'on installe une dictature dans l'année 73 à sang feu qui finit des garanties non seulement avec la démocratie, ils ont disparu des personnes, ils ont torturé, ils ont violé les droits de l'homme systématiquement, mais ça a été une transformation totale de notre pays. Et donc, ça a transformé le logement et la ville dans une marchandise qui est commercialisée dans les marchés. Et ça a été à partir de l'année 73 que l'État a fini d'être un rôle important dans la construction de logements dans la ville. Une planification pour ses habitants qui avait été ce qui faisait jusqu'à ce moment-là par l'État. Et ce n'était plus comme ça. Et la dictature a commencé à expulser les pauvres vers les périphéries à travers une opération appelée l'opération Confraternité, et accompagnée d'un plan national de développement urbain dans les années 70, vers la fin des années 70, 79 en particulier, une façon de faire politique publique que nous regrettons jusqu'à présent par ses conséquences terribles dans les ségrégations, dans la misère qu'il a produit. Et de même, la dictature a démantelé l'état d'engagement social des entreprises et des organismes de gestion tels que la corporation du logement et d'amélioration urbaine. Elle a libéralisé le sol et a mis en pratique un système qui a expulsé des familles travailleuses et populaires à d'autres endroits de la ville, a colonisé de nouveaux territoires en approfondissant la ségrégation et l'inégalité. Tout cela a été très dur du point de vue politique, social pour le peuple et a donné en origine à une ville fragmentée où il existe une minorité qui est celle qui est privilégiée, celle qui habite comme dans le premier monde, celle qui en plus, à ce moment-ci, dans notre pays, a été marquée par ces plébiscite de l'approbation ou le rejet à une nouvelle constitution, en particulier dans la capitale. Il y a 4 communes, que seule la commune du rejet, qui vivent avec une opulence énorme, mais le reste, nous vivons comme dans le troisième monde, créant des villes de première et de deuxième catégorie, une fracture qui a une continuité dans les différents gouvernements de la transition, du retour à la démocratie, et mettant l'accent sur la politique de logement autour de l'efficacité numérique et à des succès quantitatifs qui ont mis Chili comme un modèle de succès des constructions dans les déficits internationaux. Cette façon de faire politique a échoué parce qu'il a mis en question et a continué l'expulsion des personnes et qui a mis en valeur cette ville néolibérale qui en réalité n'existe pas pour les majorités
Et dans des endroits où les habitants n'ont que seulement des maisons, des constructions de mauvaise qualité, mais qui sont également petites, sans des services ou l'infrastructure nécessaire que la ville devrait proportionner pour la vie et le développement. La vie néolibérale qui a tout privatisé, qui empêche que les communautés et les citoyens soient développés. Et cela, c'est une dette. Et cette dette historique, c'est celle que nous venons en train de travailler dans l'organisation. Une dette que pour des milliers de familles expulsées par la dictature, mais qui ont continué par le gouvernement de la concertation, et que dans ce même sens, le gouvernement de retour à la démocratie ont fait partie de ces processus de néolibéralisation de la ville. Le défi que nous croyons dans ces temps, c'est de mener la ville aux endroits où il n'existe pas aujourd'hui, mener les services où ils sont encore rejetés, et ces endroits que nous devons subsister avec l'abandon de l'État. Nous avons dû résoudre avec l'autogestion. Et nous-mêmes, nous avons levé des espaces de la ville sans l'accompagnement des institutions, mais à la chaleur de l'organisation territoriale, par exemple l'autogestion. La ville où nous sommes expulsés nous ont dit que nous devons vivre et que ce n'est pas la même pour tous. De même, ça nous fait approfondir le niveau de lutte pour la garantie du sol, pour l'accès des majorités populaires. Les inégalités ont été approfondies dans ces temps de pandémie en particulier. Les niveaux d'habillement et la précarité avec laquelle la plupart des gens vivent, où il semblerait qu'un gouvernement de droite ne concerne pas l'actualité, la position actuelle. Comme un ministre de Santé disait, il ne connaissait pas le niveau de précarisation qu'il y avait dans notre pays. Il disait qu'il ne connaissait pas que celle-là, c'était la réalité de Chili. Et dans ce sens, il est de plus en plus urgent une façon démocratique de penser la ville, de changer la corrélation de forces actuelles pour avancer vers une ville démocratique. Donc, depuis UCAMAO, de notre organisation populaire, nous avons démontré qu'il est possible de construire d'une façon différente, en dehors de l'institutionnalité, mais avec l'objectif de que nous devons avancer vers un État qui garantisse les plateformes, qui nous aident à démocratiser les espaces, et que cela, c'est une partie des disputes institutionnelles, et c'est pour cela que nous participons des processus d'élection. Comprenant aussi que la ville est un espace de disputes constantes et dynamiques, nous concentrons notre lutte dans la lutte pour le sol. Et de là, je partage ce que Gustavo disait, cette idée lefévrienne de l'habitat, que nous devons le développer entre tous et toutes. La lutte pour le sol a été fondamentale pendant tout ce temps et c'est pour ça que nous croyons qu'il est important et fondamental de relever les triomphes que nous avons eus à partir de l'organisation populaire au Chili, une lutte acharnée, principalement développée par des femmes. 90% de notre organisation, nous sommes des femmes. Et ces mêmes pourcentages, je les dirais même un peu plus, nous sommes dans des espaces de conduction, de direction. Nous avons pu faire à travers des grandes mobilisations, et ça, c'est les coupes de route à première heure du matin. À un moment donné, la presse nous disait les piqueteras en faisant référence au mouvement piquetero en Argentine. Nous nous mettions dans des points spécifiques de la ville et disant à travers les médias la dénonciation de la précarité de la ville et les expulsions qui sont faites de ce modèle néolibéral. Et en ce même sens, nous avons été les femmes qui avons commencé à changer la construction de la ville il y a 40 ans à partir de la construction de la dictature. Nous avons avancé à travers des organisations coordonnées, non seulement comme Camao, mais avec d'autres populations
qui luttent pour le droit à la ville et nous avons discuté à partir de qui construit la ville. Nous avons installé cette question dans les sens communs à l'opinion publique. Nous nous sommes politisés de plus en plus à travers des espaces de formation et nous avons travaillé dans divers domaines où je crois que ça est important de mentionner les professionnels. Nous parlons des prolétaires illustrés qui ont eu la disposition de se mettre à travailler dans l'organisation et être fondamentaux dans ces processus de repolitisation, d'approfondissement de l'organisation populaire. À travers ces mobilisations de ce travail de formation, nous avons pu réinstaller l'autogestion du logement. Et c'est une question que, en réalité, je dis réinstaller parce que l'autogestion a existé, bien sûr, au long de l'histoire dans différents pays de notre continent. Et nous avons avancé dans la possibilité de penser et planifier, de projeter l'endroit où on choisit de vivre et en particulier ici la lutte, c'est pour cela que je parlais de comment il est important, comme Gustavo a dit, la lutte pour le sol. À Santiago, la capitale du Chili, n'existe pas la possibilité de construire des logements sociaux au centre-ville. Et nous avons changé cela. Nous avons pris un sol très important des immobilières et nous avons fait notre projet de logement dans notre quartier sur la base du besoin de nos habitants, des particularités de la communauté, avec une participation dans laquelle ce n'était pas seulement les femmes et les hommes, mais également les enfants qui ont fait une partie importante de ces processus de planification, de développement, même des luttes. Et on peut conquérir un sol viable pour la construction de logements sociaux. On a conquis des logements, mais des standards impensés pour les logements sociaux dans notre pays. Nous nous sommes installés dans un lieu important de notre ville. Je ne l'appellerai pas comme une nouvelle idée, je dirais que les habitants ont une importance également maintenant dans la planification que notre pays a essayé d'effacer. Nous avons installé l'importance de la lutte collective pour le bien vivre ou n'importe comment on l'appelle dans le monde. On a réussi dans les quartiers une caractéristique qui fait plus de 40 ans, on n'arrivait pas dans notre pays. Ça, c'est un projet qui va au-delà de récupérer le logement, la ville. C'est récupérer la mémoire historique, recueillir le sens de la communauté, de ceux et celles qui en sont arrivés en migrant dans la ville. Il y a des raisons historiques pour rester dans ces endroits de la ville qu'on a réussi à conquérir à travers la lutte. Qu'on s'est battu ensemble pour arriver à ce triomphe populaire, ce n'est pas seulement un projet de logement, c'est une façon différente de faire ville dans un pays où le capitalisme nous a continué à expuiser pendant très longtemps. Le triomphe populaire en récupération de sol pour les hommes et femmes travailleurs. Je ne sais pas comment je vais avec mon temps, mais alors je finis pour dire quelque chose. Ici, cet exercice qu'on a réalisé à petite échelle, c'est un exercice constituant qui apporte depuis octobre la révolte sociale où on fait partie. Ça ouvre un nouveau cycle politique, un changement différent à la Constitution avec une participation réelle des majorités. Et là-dessus, on a apporté aussi dans la proposition pour ce Chili qui est en plein processus de constitution. Et dans ce même sens, c'est que notre dispute cible la ville depuis l'approfondissement des luttes populaires et aussi dans les luttes institutionnelles qui soient mises à la disposition des majorités de travailleurs, qu'on l'a fait au Chili et on a réussi à avancer vers une transformation constitutionnelle qui ouvre ce changement de la Constitution vers une transformation profonde, approfondie.
et reconnaître aussi là que notre lutte est plus grande qu'une maison, qui a à voir avec la ville et que de là, on peut cueillir tous ces apprentissages, lecture et connaissances depuis Lefebvre ou les organisations de, de citoyens, qu'en plus on a été les femmes, au moins dans notre pays. Aujourd'hui, on retient aussi le rôle féminin, le rôle des femmes dans cette lutte pour la démocratisation de la ville. C'est ça. Merci beaucoup. Très bien, Doris. Très, beaucoup de valeur, vos apports. Après qu'ils vont parler les camarades de France, de la France, qu'on puisse échanger des commentaires jusqu'à midi d'ici en Uruguay, 45 minutes après les camarades. Maintenant, les camarades, Bruno et Camilo, vont parler en français. Donc, ce qu'ils veulent écouter en espagnol doivent aller à la chaîne en espagnol pour écouter l'interprétation vers l'espagnol. On donne la bienvenue à Bruno et Camilo qui font partie des luttes sociales autour des situations des migrants à Caen, en France. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Bruno et Camilo. Allez-y. Hola a todo el mundo, compañeros y compañeras. Un saludo Bonjour tout le monde, de Valencia. camarades depuis la France. Je m'appelle Camilo, je suis militant dans différents collectifs et groupes locaux à Caen depuis plusieurs dizaines d'années. Je vais essayer de parler lentement pour faciliter le travail des traductrices. J'ai donc participé depuis plusieurs dizaines d'années à différents collectifs politiques et sociaux, souvent de sensibilité libertaire, anarchiste, mais aussi des collectifs qui travaillaient à la convergence des luttes, au soutien pour les migrants, et ainsi qu'à des collectifs d'entraide populaire. Mon intervention va être essentiellement descriptive et pas forcément toujours centrée sur la question de l'habitat, du logement. Il y a en France beaucoup de problèmes sur la question du logement, mais malheureusement, les luttes populaires, sociales autour de ces questions-là, du logement et de l'accès au sol, du droit au sol, et du droit à la ville, sont, pour l'instant en tout cas, relativement peu développées. Elles sont relativement peu développées parce qu'on est dans un pays où le capitalisme est enraciné de manière ancienne, profonde et puissante. Ce qui veut dire que la question de l'accès au sol dans les zones urbaines est extrêmement compliquée. Il y a peu de zones libres, elles sont en permanence réurbanisées et quand il y a des occupations, c'est souvent sous la forme de squats précaires et relativement éphémères. Certains squats arrivent parfois à durer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ce n'est pas des mouvements extrêmement massifs et ce sont des mouvements assez fragiles, assez précaires qui finissent régulièrement par être expulsés par la force publique, par la police, suite à des décisions de justice basées sur un droit qui est un droit de type capitaliste, qui réserve la propriété foncière et la propriété immobilière aux classes dominantes. Je vais donc avoir une intervention un peu descriptive sur ma ville qui s'appelle Caen, qui est au nord-ouest de la France. C'est une vieille ville qui date du Moyen-Âge. Cette vieille ville a disparu complètement. Elle a été détruite, entre autres, en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu de très durs combats ici contre les forces d'occupation nazies. Et la ville a été complètement rasée. Elle a été reconstruite dans les décennies qui ont suivi et elle a grossi. Et elle s'est aussi industrialisée à partir d'une migration intérieure avec des personnes issues du monde rural qui sont venues travailler en ville, ont été prolétarisées. Et donc, il y a eu toute une industrialisation dans les années 60 et qui est venue s'ajouter à l'existence, depuis le début du XXe siècle, d'une grande entreprise sidérurgique
qui s'appelait la SMN et qui constituait un pôle ouvrier dans cette ville, mais qui était un pôle relativement isolé jusqu'aux années 60 et 70. À l'heure actuelle, la ville comprend, Caen, en tant que telle, comprend environ une centaine de milliers d'habitants. Et l'agglomération, tous les villages et les bourgades qui ont été englobés par le développement urbain, toute cette agglomération urbaine regroupe environ 250 000 habitants, un quart de million de personnes. Comme la plupart des villes françaises, le centre de la ville est bourgeois ou classe moyenne supérieure, et les populations populaires, ouvrières, ont été reléguées progressivement dans des nouveaux quartiers périphériques autour de la ville, éloignés du centre, souvent mal desservis par les services de transport public, et où il y a beaucoup de chômage, de pauvreté, un logement en grande barre, en grands immeubles, mais parfois assez dégradés matériellement parlant, et avec assez peu de services sociaux et de services publics utiles à la population. Concernant les luttes dans la ville, depuis les années 70 et ce nouveau tissu industriel qui s'est créé à partir d'une migration rurale, il y a eu pas mal de luttes sociales dans cette ville. Il y a une petite tradition assez radicale qui s'est créée depuis cette époque-là et qui s'est maintenue avec des hauts et avec des bas jusqu'à présent. Dans les années 70 et jusqu'aux années 2000, les luttes avaient surtout lieu sur les lieux de travail en termes d'espace de lutte. C'est à partir des lieux de travail que se créaient des assemblées, des piquets de grève. Ces piquets de grève, ces occupations sur les lieux de travail servaient de base logistique aux luttes. Et même chose pour l'université, puisqu'il y a une université à Caen, qui a la particularité d'avoir un campus principal qui est situé près du centre-ville. Et donc, à partir de ce campus central et à partir des entreprises, c'est là que s'articulaient et que se constituaient un peu les luttes et leur base logistique. Ces luttes s'accompagnaient souvent de manifestations, de défilés en direction du centre-ville bourgeois, où se trouve également la représentation du pouvoir politique, puisqu'on a une préfecture et un ensemble de bâtiments institutionnels, officiels, qui sont situés en centre-ville. Donc, il y avait régulièrement une tradition de défilé et parfois d'émeutes dans ce centre-ville, avec une descente depuis les entreprises en grève ou depuis l'université en lutte. Les émeutes étaient assez rares et les manifestations, la plupart du temps, symboliques, mais elles correspondaient à une appropriation politique, symbolique de la part de la population en lutte, de cet espace central assez bourgeois où sont présentes les institutions étatiques. Et c'est là que se déroulait la contestation, mais une contestation essentiellement symbolique, déclarative, où on se présentait à la vue du public, des médias et des institutions étatiques en nombre pour essayer de faire valoir ces revendications. Cette situation a cessé d'exister à partir des années 90 suite à de nombreuses restructurations capitalistes dans les entreprises et avec une répression patronale très forte, une certaine déliquescence du tissu industriel et du milieu syndical qui était présent dans ces industries. Et c'est un peu comme si les luttes, mis à part la situation de l'université qui est différente, mais ces luttes, en tout cas, ont cessé de s'enraciner dans les entreprises, parce que les entreprises ont été pacifiées et la classe patronale a réussi à rétablir un contrôle et une répression suffisamment forte dans les entreprises pour que celles-ci ne soient plus les lieux centraux de la lutte populaire.
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de lutte ouvrière ou populaire contre des réformes ou pour des revendications sociales, mais leur ancrage territorial dans les espaces des entreprises a été extrêmement fragilisé et quasiment réduit à néant, peut-être mis à part aussi la situation de la gare, où les cheminots, les travailleurs du rail, ont réussi à maintenir une présence syndicale assez forte et où ils continuent à utiliser les infrastructures bâties, les hangars ferroviaires pour appuyer et organiser leur lutte. À partir des années 2006 et 2010, dans un contexte de régression sociale permanente, d'attaques étatiques et patronales contre les droits sociaux, on a assisté à une radicalisation des luttes sociales en France. Et les mouvements sociaux qui ont eu lieu ont continué à manifester en ville, mais ont commencé également à sentir que cette contestation symbolique n'était plus suffisante et qu'il fallait perturber l'ordre capitaliste de la ville, c'est-à-dire multiplier les situations, disons, antagoniques en termes de maintien de l'ordre policier et donc maintien de l'ordre politique dans la ville, et également perturber le fonctionnement de l'activité capitaliste, particulièrement en développant des pratiques de blocage économique, de blocage des flux, de circulation, etc. Donc on a vu à partir de luttes universitaires qui ont été un peu une sorte d'avant-garde et qui ont ensuite été suivies par un certain nombre de luttes syndicales et ouvrières ou populaires, on a vu se développer des pratiques qui, au-delà de la manifestation et utilisant la manifestation comme point de départ pour des actions massives, on a assisté à des coupures de périphériques, à des occupations de gares, à des occupations de bâtiments administratifs, symboliques de l'État. Je pense à des centres des impôts, à des directions départementales du travail, de l'emploi, des zones industrielles, des plateformes logistiques pour la grande distribution, c'est-à-dire des immenses entrepôts qui desservent tous les supermarchés. Et donc, il y a eu une multiplication d'actions de blocage et de perturbation qui se sont développées. On a aussi également des gros dépôts pétroliers à Caen. Et il y a eu aussi énormément d'actions qui ont visé ces dépôts pétroliers, mais également les bâtiments des unions patronales, etc. Ça correspond à une radicalisation de la pratique du mouvement social, qui est une radicalisation qui s'est vue un peu partout en France. Et cette radicalisation des pratiques a également entraîné une multiplication des émeutes et des affrontements avec la police. Il y a eu évidemment dans ces années, on va dire 2005, 2006, 2010, cette radicalisation des luttes. Et même si les luttes ont été massives et plus radicales, on est face à un pouvoir et à un patronat en France qui sont sur des positions très dures et qui ne veulent rien lâcher. Et ces luttes ont été essentiellement des défaites politiques et des défaites collectives. Et on a pu assister aussi, dans la foulée de ces défaites, à des formes d'adaptation capitalistes par rapport à ces luttes-là. C'est-à-dire qu'on a assisté dans les années 2010 à ce qu'on a appelé, nous, une bunkérisation des bâtiments publics, c'est-à-dire qu'ils sont transformés en forteresses avec des caméras, avec des vigiles, avec des portes d'accès télécommandées, avec des interventions policières aussi qui ne suivent plus les coupures de route ou les occupations, mais qui sont destinées à empêcher les manifestations d'atteindre leur cible et de procéder aux coupures de route, au blocage et aux occupations qui sont envisagées par le mouvement social. La police intervient avant pour empêcher qu'elles aient lieu. Donc, on a un durcissement un petit peu généralisé du contrôle policier
une gestion répressive plus préventive pour essayer de contrer les effets perturbants de ces occupations et de ces blocages économiques. Depuis les années 2010 jusqu'aux années 2015-2016, les mouvements sociaux, comme je l'ai dit, ont été assez défaits et sont ressortis relativement affaiblis de ce cycle de lutte des années 2005-2010. Néanmoins, il y a eu un certain rebond dans la conflictualité sociale, y compris autour de la question des migrants, puisqu'on a assisté à une multiplication de migrants à la rue sur la ville de Caen, et pas seulement à Caen, dans de nombreuses autres villes en France. À Caen, ça a été sensible parce qu'on a une préfecture, donc c'est aussi le lieu administratif, institutionnel, où les migrants doivent faire leur demande de légalisation de leur présence en France à travers des dossiers administratifs compliqués. Et c'est la préfecture qui s'occupe de ça. Et donc, comme il y a une préfecture à Caen, on assistait à une arrivée assez importante de migrants qui demandaient à pouvoir rester en France, avoir leur présence légalisée. Il y a depuis des années aussi une politique d'austérité en France, de coupes budgétaires, de réduction des montants financiers donnés par l'État pour les aides sociales d'une manière générale et en particulier pour les migrants. Cela s'est traduit par le fait que beaucoup de migrants qui arrivaient à Caen pour demander une légalisation de leur présence en France se sont retrouvés incapables de se loger parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler tant qu'ils sont demandeurs d'asile et parce que les centres d'accueil d'État pour les migrants ont vu leur budget et leur nombre de places disponibles diminuer sans cesse depuis longtemps. On a donc assisté à l'apparition de dizaines et de dizaines de migrants à la rue, vivant dans des voitures, vivant dans des tentes, avec leurs familles, parfois avec des enfants, des bébés en bas âge, très jeunes, parfois avec des gens âgés, des gens malades. Et face à cela, il a été décidé par un certain nombre de gens, de collectifs issus des luttes sociales et populaires canaises, de développer une pratique solidaire. Et la seule solution qui a pu être trouvée, puisque les manifestations ne donnaient rien et qu'on était face à un mur étatique et politique, l'idée a été de commencer à ouvrir des squats. On a donc assisté à une sorte de jonction entre une partie de la gauche politique, syndicale, humaniste, humanitaire, et des fractions plus radicales qui, elles, avaient déjà une expérience d'ouverture de squats sur la ville de Caen, des squats plus politiques, anarchistes, contre-culturels, qui étaient des lieux de discussion, de projection publique, d'organisation de débats, où se créaient des petites bibliothèques, des rencontres, etc. Et ces gens avaient une expérience d'ouverture des squats. Donc, il y a eu à partir de là une multiplication des squats. Il y en a parfois eu jusqu'à plus de 10 en ville, des squats parfois assez petits, avec quelques familles, parfois des squats de plus de 80 personnes. Et on a multiplié ces squats-là pour éviter que l'État n'expulse tous les squats d'un coup. Quand on avait 2 ou 3 squats, il suffisait qu'ils en ferment 2 ou 3, ce qui était assez facile pour eux. Et en ouvrant 7, 8, 9, 10, même s'ils arrivaient à fermer une partie des squats, on pouvait rapatrier les gens qui avaient été expulsés dans les squats qui continuaient à expulser et avoir le temps d'ouvrir de nouveaux squats. Donc, ça a été une lutte très intense pendant plusieurs années qui a culminé un petit peu avec l'ouverture d'un squat immense qui s'est appelé le squat du Marais et qui a regroupé jusqu'à 300 personnes dans un espace absolument énorme, industriel, en friche, avec des hangars, où 300 personnes étaient logées, où il y a eu des écoles, des concerts de soutien, des convergences des luttes avec des liens qui ont été créés avec les cheminots qui étaient dans la gare à côté, qui sont venus mener des activités dans le squat, avec le mouvement des Gilets jaunes, qui a aussi tenu des assemblées générales dans ce squat. L'idée,
c'était d'ouvrir, de développer la solidarité entre les mouvements sociaux et d'intégrer la question des migrants dans les luttes sociales et d'intégrer les questions sociales dans la lutte en solidarité avec les migrants. Ça a permis de réarticuler pas mal de solidarité entre la lutte pour les migrants, le monde syndical, les collectifs auto-organisés et le mouvement des Gilets jaunes qui a été très important et qui s'est lui aussi développé d'une manière assez surprenante dans le tissu urbain, puisque les Gilets jaunes se sont regroupés et organisés autour de non-lieux capitalistes qui sont extrêmement nombreux dans le tissu urbain, parkings de centres commerciaux, ronds-points d'accès aux villes sur lesquels ils ont créé, développé des cabanes qui leur servaient de lieu de rencontre, de lieu d'organisation, de discussion, de stockage. Et ça a constitué ces lieux improbables ont constitué un peu le centre névralgique et démocratique du mouvement des Gilets jaunes. Le pouvoir, d'ailleurs, ne s'est pas trompé face à ces tentatives d'appropriation de lieux et très, très vite, au cours du mouvement des Gilets jaunes, il a fait procéder par la police à l'évacuation par la force de tous ces ronds-points qui étaient occupés. Ils ont procédé à la destruction de toutes les cabanes qui avaient pu être montées là-bas. Néanmoins, de tous ces liens entre luttes sociales est sortie une certaine solidarité. Et aujourd'hui, ça a permis de décloisonner un peu les milieux sociaux, les sensibilités, les collectifs, les mouvements. Et on assiste aujourd'hui, pour la première fois aussi depuis plusieurs années, sur Caen, à des tentatives de recréation de noyaux et de collectifs militants dans les quartiers populaires. C'est quelque chose qui est très embryonnaire en l'état actuel à Caen, mais on commence à voir apparaître à partir de formes d'entraide populaire, que ce soit de la distribution de nourriture, de vêtements, de l'aide juridique. On voit apparaître des collectifs dans les quartiers, collectifs qui sont là aussi animés par une grande majorité de femmes. Et on va travailler dans les mois et probablement les années qui viennent à multiplier ces collectifs de quartier, à essayer de les fédérer à l'échelle de la ville et de manière aussi à, dans ces quartiers, récupérer des espaces d'organisation, de discussion, des espaces de jardinage et créer aussi un rapport de force collectif, si possible, pour essayer d'arracher des espaces d'autoproduction, d'entraide et de formation et de vie communautaire et démocratique. Donc, voilà où on en est un petit peu sur Caen. C'était assez descriptif. J'ai parlé longtemps. Je laisse la parole aux autres maintenant. Merci de votre écoute. Muchas gracias, Camilo. Merci beaucoup, Camilo. Un très bon exposé. Merci beaucoup. Ce que nous vous proposons maintenant, c'est une dernière participation de chacun des quatre groupes des exposés en fonction de quelques questions qui nous sont arrivées sur vos exposés. La dernière que vous avez pris, Camilo, est rattachée à d'autres choses que l'on vient de commenter par rapport aux formes de déploiement des mouvements sociaux et en particulier à la solidarité entre différents mouvements et secteurs. Et aussi l'action directe qui est quelque chose de fondamental pour penser le rapport entre la réflexion théorique et la praxis, la pratique, quoi. Et dans ce sens, nous avons trois questions. Nous vous demandons de faire une réponse courte. Je crois que la première, dans le cas de la dernière présentation, qui a trait à comment cette solidarité est faite du point de vue international et national avec d'autres mouvements. Pour le cas des Latino-Américains, on disait pour les peuples autochtones, mais également, comme Camilo disait, avec les migrants et les mouvements féministes. Comment est-ce qu'on peut faire
tisser ces réseaux et articuler de certaine façon ces luttes pour ne pas rester tout seul, quoi. Ou concentrer dans la dispute concrète de chacun qui est nécessaire. La première a trait à la connexion aux autres mouvements. La deuxième a trait à quelque chose que la dernière présentation disait, mais que d'autres ont dit aussi, comment les mouvements sont identifiés par la configuration actuelle du capitalisme, contre qui on se bat, comment est configurée aujourd'hui la classe dominante, parce que disputer la ville de nos jours, les modèles productifs, disputer les façons de vivre, est en relation avec le fait qu'une classe soit configurée et des choses concrètes. Le camarade de France a mentionné les entreprises, la zone de Caen, mais il faut penser aussi comment le capital est configuré tant du point de vue agraire que urbain. Et il y a des exercices de réflexion de comment cette organisation actuelle est faite dans la classe dominante. Et la dernière a trait à quelque chose qui est toujours en débat, et Lefebvre l'a dit beaucoup de choses, c'est le rapport du mouvement avec l'État. Si c'est contre l'État, c'est avec l'État, ou comment on fait cette configuration que fait Lefebvre à passer par différents moments, de participer à la planification urbaine, à la vie publique, des politiques publiques. Et après, il faut prioriser par rapport aux limitations de l'État et leur capacité de reproduire, de produire d'autres formes d'habiter et de vivre. Ça serait la troisième. Ce seraient ces trois éléments. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous, vous pouvez apporter un élément qui veut commencer. Vous voulez aller dans le même ordre que nous avons mis? Gustavo, est-ce que vous voulez commencer? Sí. No sé si voy yo o si... El que quiera. Creo que están los compañeros de Honduras también. No sé cómo ustedes quieren. Bueno. ¿Quién quiere ir primero? Oui, comme vous voulez. Bien, muchas gracias. Bueno, en principio sobre cómo se... En principe, sur comment est-ce qu'on peut faire les solidarités dans le nationalisme, comme on avait mentionné, toutes les relations qui existent, qui n'est pas comme une rencontre casuelle, mais c'est l'idée de créer cette séquence d'échanges, créer cet agenda, ces programmes en commun, cet échange, de sentir non seulement que l'on appuie, mais faire partie de la lutte de chaque organisation avec laquelle on a une alliance. C'est ce que fait non seulement le fait de la solidarité, mais également de faire partie de ces processus que chaque camarade développe dans chaque organisation de lutte, dans le mouvement social où l'Alliance fait partie. Cela demande un exercice coordonné des organisations ce qui souligne cette affaire. La coordination et maintenir un programme en commun, non seulement voir comment est-ce qu'on se réunit et attendre une rencontre, mais connaître quel est le jour à jour de chaque groupe et consulter et voir comment il se développe et quels sont les problèmes et donner la main dans chaque espace pour appuyer ce qu'ils font pour qu'ils puissent continuer à grandir dans le tissu social. Par rapport à sur qui ce qu'on lutte, et comme dans tout le pays, c'est contre le capitalisme en réalité. Dans les cas des coopératives de logement, nous avons deux lignes. L'une, c'est les capitalismes constructifs, c'est-à-dire les entreprises qui profitent de ces espaces publics de l'État pour pouvoir structurer l'affaire par rapport au logement comme si c'était une marchandise. Et l'autre, c'est les grands propriétaires de terres. Et le fait que nous avons besoin de la terre pour la construction, mais non seulement
pour la construction, mais pour vivre de façon digne. Nous devons développer ces processus pour reconquérir la terre et nous développer en tant que coopérative. Et l'autre, c'est qu'en voyant l'État comme un orchestre pour l'administration des ressources que nous avons dans les pays, définitivement, la lutte doit être contre. Dans quelques cas, cela dépend des personnes qui sont dans l'État. On pourrait dire qu'une alliance tactique pourrait être développée, mais il faut être contre l'effet de vouloir introduire une loi de coopérativisme qui puisse être développée à partir de la classe des travailleurs. On ne pourrait pas dire que c'est une lutte si nous devons être en train de le faire constamment. C'est une lutte contre l'État pour pouvoir restituer ses droits dans la classe travailleuse. Merci, Jairo. Je ne sais pas qui veut continuer. Gustavo, Doris? Oui. Mais on pourrait continuer pendant 2 jours de débat ces 2 questions, mais je vais essayer de résumer. Du point de vue de l'internationalisme, ça c'est un drapeau que la gauche traditionnelle a laissé, donc il faut la récupérer. Ce n'est pas facile, mais aujourd'hui, nous devons nous approprier de ces technologies et l'internationalisme a des coûts très forts qui ont été abordés par les ONG, malheureusement, et les mouvements populaires, nous avons donné les dos à l'international. Il faut avoir une vision internationalisme parce qu'il n'y a pas de sortie nationale. Ça, l'effet de la libération nationale, ça va plus. Le monde doit changer ou nous allons tous périr. Toutes les expériences démontrent que les changements dans un seul pays ont été aplatis par le marché international. Donc, l'internationalisme est fondamental. Comment le structurer? Personne ne le sait définitivement. Et les camarades d'Honduras le disaient, c'est très difficile. Mais il y a un problème par rapport à l'internationalisme aussi, et c'est que cette question de coopératives de logement d'un côté, les mouvements syndicaux de l'autre, les gays d'autre côté, et les femmes d'autre côté, il y a un fractionnement dans les mouvements populaires qui est impressionnant. Et donc, les forums sociaux mondiaux finissent par être une espèce de centre commercial. Donc, il faut repenser tout cela. Qu'est-ce qui s'est passé avec les forums mondiaux? Pourquoi ils sont disparus? Qui fermait les forums sociaux mondiaux? Nous devons raisonner tout ce type de choses. Ceci a été un échec. Les camarades de France ont été très clairs par rapport à beaucoup de choses. Donc, la première chose qu'il faut assumer, c'est l'échec idéologique pour nous récupérer et favoriser l'internationalisme. La deuxième question, c'était, Marcelo, sur l'identification de la classe dominante. Aujourd'hui, il y a la question de la mondialisation. Et ça a été toujours comme ça. La bourgeoisie, c'est que la bourgeoisie, c'était quelque chose de révolutionnaire, a été un mensonge énorme. Elles ne sont pas cela. Donc, il faut réfléchir sur cela aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Union soviétique? Quand un jour, Gorbatchev est apparu et a dit « le communisme est fini, nous allons passer au capitalisme ». Quelles sont les conclusions que nous avons prises de la révolution plus importante au XXe siècle? Aucune. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec un téléjournal, c'est fini l'Union soviétique. Mais ça, c'est ce qui se passe à nos jours. Et s'il n'y a pas une autocritique réelle et profonde et l'on voit les responsabilités, nous savons avoir du mal à sortir où nous sommes maintenant. Mais nous allons vers cela, mais parce que
la crise capitaliste énorme nous favorise à ce moment-là et personne ne parle de ça. Ça, c'est très intéressant ce qui se passe, par exemple, quand ils ont cru que quand Obama avait gagné parce qu'il était de la race noire, il allait être très bon. Mais ça, c'est mondial. Mais maintenant, on disait que pour Obama avait gagné, ça allait améliorer. Idi Amin était aussi noir et il n'était pas bon. Et moi, il faut aller au fond des problèmes. La troisième question, c'était comment était la relation avec l'État? Si pour ou contre, comment c'était cette relation? Ça, c'est un débat éternel de différentes conceptions idéologiques. Faites une intervention très courte. Je sais que ça pourrait donner des années. Il faut lutter pour le capital de l'État, mais pour les échouer, non pour faire une prothèse de l'État. Ça, c'est fondamental, mais il faut le faire. Dans les occupations de terre, nous avons un instrument politique et cela nous a permis de grandir en tant que mouvement. Ça, mais il faudra finir avec cet état. Mais ce sera dans un autre moment. Je veux pas. Peut-être je ne le verrai pas moi, mais il faut lutter pour le voir. Sinon, on ne le verra jamais. Ça, c'est fondamental. Donc, il faut lutter contre l'État et il faut le disputer ce que l'État a, qui c'est la classe la plus basse de la planète. Et aujourd'hui, il y a une multinationale de l'État. Nous entrons, quand on entre au shopping ici à Montevideo, nous croyons que nous sommes à New York. Et on peut croire peut-être à New York que nous sommes à Montevideo. Ça, c'est très intéressant. Quelle est la contradiction fondamentale? Quelle est la contradiction fondamentale? Le travail et son exploitation. Les pauvres, heureusement, les pauvres ne savent pas que Carlos Marx est mort et enterré. Merci. Merci, Gustavo. Vous continuez, Doris? Après ce que Gustavo a dit, ça a été magnifique. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments dans ces questions du programme en commun que Gustavo a dit, le collègue d'Honduras. L'internationalisme est un élément fondamental de transformation. Ça ne sert à rien que nous soyons isolés dans nos pays luttant pour la transformation s'il n'y a pas une transformation plus grande. Et dans ce sens, il faut continuer d'avancer les différentes organisations au niveau international avec un programme en commun qui nous fasse rencontrer avec des appuis concrets, des échanges, des journées de mobilisation, de campagnes ensemble qui nous permettent de nous civiliser et montrer ce niveau de civilisation que même ça sert du point de vue moral, non seulement du point de vue figuratif, mais en train de moraliser les organisations parce que je crois que maintenant, c'est le moment. Aujourd'hui, nos peuples avancent dans de différents domaines avec les variantes de chacun de territoire, mais ça ne sert à rien de le faire de façon séparée et ne pas penser à la totalité de nos luttes. Sur le deuxième point, du capitalisme et contre qui est-ce qu'on lutte? Je crois que Gustavo a été clair à décrire. Je crois là qu'en effet, si cette description de centres commerciaux que on appelle le mall ici au Chili,
il y a une hyperconcentration de la richesse. Les transnationales ont toute la bourgeoisie locale, c'est-à-dire les maîtres des pouvoirs et la richesse qui ont concentré le pouvoir politique, et c'est contre eux que nous devons faire face. Pas à une institution en particulier, mais nous faisons face à un système capitaliste qui a mis au service de ces maîtres de pouvoir et de la richesse tout le droit et le garantie et avec lesquels nous organisons tout le jour. Et en ce même sens, c'est que dans cette lutte, c'est contre l'État et que là peut avoir différentes intensités selon qui est à la charge de l'État, c'est-à-dire le gouvernement. Mais sans doute, ici, ce que nous voulons, c'est récupérer l'État pour le transformer et le mettre au service de majorités travailleuses. Et cette vision de finir avec l'État, l'État comme on le connaît aujourd'hui, avec ses logiques d'hyperconcentration, de ségrégation et d'expulsion, c'est que dans ce même ordre, nous ne pouvons pas déléguer dans d'autres cette transformation ou cette appropriation. Et ça, je crois, que donne un sens, une cohérence à l'idée de notre participation aussi dans les processus d'élection de nos peuples, dans la dispute institutionnelle qui est également un exercice de transformation qui va nous permettre d'installer un nouveau modèle tant avec l'État et à partir de l'État, depuis l'État, qui fait partie des transformations et de la démocratisation. Ça, c'est ma réponse. Merci beaucoup, Doris. Nous allons aux collègues de France. Souvenez-vous de changer pour écouter la traduction. Bonjour. Bonjour tout le monde. J'avais laissé parler mon collègue parce que j'ai déjà beaucoup parlé pendant ce colloque. Je préférais que ce soit quelqu'un d'autre qui parle, mais j'ai participé à beaucoup de mêmes mouvements et collectifs avec lui. Pour répondre sur la question de l'État, je suis d'accord avec Gustavo. Il ne faut pas confondre les services publics qui sont un peu du salaire socialisé, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a été construit par les travailleurs et donc du coup qui devrait nous appartenir, et avec l'État comme institution de pouvoir et de répression. Aussi, je voulais répondre à un commentaire qui était fait dans le chat sur qu'il ne fallait pas généraliser nos échecs, puisqu'effectivement, les échecs dans les luttes peuvent donner aussi des résultats, notamment les travailleurs en lutte ou les gens en lutte qui se connaissent. Et comme c'était dit dans le commentaire, ça sédimente des choses. Il y a des choses qui restent après les mouvements. Justement, les luttes qui se sont développées par la suite, notamment le mouvement squat à la suite des mouvements étudiants, va un peu dans cette logique de ne pas être que dans une logique mouvementiste et d'attendre le mouvement, mais de créer nos bases logistiques, de grandir en autonomie entre ces mouvements pour pouvoir agir dans les mouvements quand il y a des mouvements. Après, il faut bien rendre compte de la différence qu'il existe entre l'Amérique latine et les pays centraux, comme la France. Les grandes organisations de lutte sont héritées du modèle fordiste et donc sont très centrées sur la question du travail. Ce n'est pas un hasard, à mon avis, si dans les trois présentations qu'on a vues là en Amérique latine, la question de la terre et la question de l'appropriation du logement, de la vivienda sont présentes parce que les gens il y a une situation au travail qui est différente dans les pays en développement. Et ça, je pense que cette question-là, en fait, elle rejoint la question du droit à la ville, elle rejoint la question de la différence qui a été posée hier. C'est-à-dire qu'on ne peut plus concevoir seulement les organisations et les structures de résistance seulement d'un point de vue du modèle fordiste et comme les forces matérielles que disait Marx, ou alors ces forces matérielles, elles doivent être pensées différemment. Elles ne peuvent plus être pensées seulement dans le rapport capital-travail, mais doivent être pensées dans ce contexte de la production de l'espace par le capitalisme. Donc, oui, se constituer en forces matérielles, mais des forces matérielles qui actent
la centralité de la question urbaine, c'est-à-dire des forces matérielles urbaines. Et ces forces matérielles urbaines, de fait, comme l'a évoqué hier Stéphane Kipfer dans sa conférence, elles doivent prendre en compte cette question de la différence. Et même si nous l'avons fait à notre petite échelle dans notre ville, plutôt que rester dans notre ghetto idéologique, comme ça peut arriver des fois avec des mouvements radicaux, que ce soit anarchistes ou marxistes, on s'est toujours dernièrement posé la question de comment ces lieux-là peuvent essayer d'être des lieux et des espaces pour les autres, des espaces de convergence des luttes, des espaces de discussion où les gens se rencontrent, puisqu'on ne peut pas, face à l'absence ou à la faiblesse des structures syndicales classiques, il faut qu'on repense la manière de se structurer et de s'organiser. Et donc, nous, les espaces urbains tels que les squats, mais pas que, parce qu'on a aussi des lieux qu'on a essayé de pérenniser, des lieux légaux, que ce soit des alliances avec des artistes, des associations culturelles, ou alors avec le mouvement punk pour pouvoir créer des salles de rencontres et de spectacles. Enfin, voilà, il faut arriver à se doter d'outils qui permettent la rencontre, de ces différences. Et c'est à travers de ces rencontres et ces dialogues qu'on peut arriver aussi à créer du commun et surtout identifier le commun de notre exploitation. Donc, voilà. Et ça pose des questions en termes d'internationalisme aussi. Est-ce que la prochaine internationale ne devrait pas être celle de l'internationale des différences contre le capital, puisqu'on ne peut plus se référer seulement au monde du travail comme c'était il y a un siècle. Mais je le pose juste comme question à débattre. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'ont proposé les apatistes en commençant une nouvelle tournée en Europe et dans le monde, c'est de faire se rencontrer les différences, où qu'elles soient, qu'elles se reconnaissent et qu'elles luttent ensemble contre le capitalisme. C'est bon pour moi. Bien, buenísimo. Bon, très bien, excellent. Vous remercier. Il y a une question qui est arrivée là de la camarade Laetitia concernant l'importance du mouvement féministe dans cette lutte qui est venue modifier partie de toutes nos formes d'organiser. Moi, j'ai suivi, et peut-être Doris aussi peut m'aider, ce qui est arrivé au Chili. Je racontais des gens qui sont venus peupler. Les 4 cas peuvent être là présents. Le rôle qu'il y a le mouvement féministe qui inclut, modifie les façons organisatives et même les façons, la protagonisation pour l'espace et les lieux. Je ne sais pas si quelqu'un, avant de la clôture, voudrait faire des commentaires là-dessus sur les mouvements féministes au sein de ces luttes. Une petite réflexion. Vraiment, malgré toute cette vague féministe qui existe dans notre pays, nous, depuis le monde populaire, nous avons une critique autour de ça. Effectivement, il y a une avance concernant les luttes des femmes. Et c'est comme entamer un nouvel ordre autour des organisations, la parité qu'on a gagnée dans les processus constituants et aux dernières élections au Chili, mais même la discussion sur le féminisme est très fermée dans les espaces les plus académiques. Il manque encore beaucoup à avancer concernant le féministe, concernant une vision plus populaire des femmes qui viennent peupler, indigènes, qui viennent travailler, font partie des mouvements qui ont interrompu dans cette étape de transformation, dans ce nouvel ordre qu'on veut établir depuis le mouvement social et surtout, je dis, depuis le mouvement populaire où il y a des réflexions, mais il n'y a pas une identité claire à propos de cette lutte plutôt féministe des femmes, surtout celles qui sont liées concernant le problème de l'habitat, du logement. Alors, il manque encore beaucoup à marcher et surtout le rôle des femmes au sein des collectivités
Et ça a été invisibilisé parce que cette vision universelle de sujet masculin nous a fait invisibles, mais c'est une partie de ma critique et des réflexions qui nous manquent encore à avancer dans cette approche de genre qu'il faut aussi inclure dans la démocratisation des villes. Excellent, Doris. Je ne sais pas si quelqu'un, un camarade, quelqu'un veut rajouter quelque chose. Autrement, on dirait quelques mots pour la clôture. Renaud, je ne sais pas si tu Ouais, veux rajouter quelque chose. ouais. En France, on n'a pas un mouvement féministe aussi puissant qu'on a pu le voir ces dernières années en Amérique latine. Mais il y a quand même quelque chose qui est en train de changer. Et je voudrais faire écho à ce que disait tout à l'heure Gustavo par rapport à Obama. Il y a eu toute cette question-là, un moment qui mettait mal à l'aise beaucoup de monde, il y a quelques années, sur les questions d'intersectionnalité, comme si on devait penser parallèlement la question du genre, la question de la race et la question de la lutte de classe. Et en fait, ça rendait un peu difficile de les croiser vraiment. Et il y a quelques années, beaucoup de gens discutaient, est-ce qu'il faut plutôt faire la lutte de classe ou plutôt la lutte féministe? Et puis les gens s'engueulaient, n'étaient pas d'accord. Après plusieurs années, et notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, où il y a eu beaucoup de femmes investies dans le mouvement des Gilets jaunes, on a commencé à voir un déplacement un peu de cette question-là. Et aussi dernièrement, avec le fait que les apatistes ont fait un appel international qui mettent très en avant le rôle du féminisme dans la lutte contre le capitalisme, on a commencé à avoir des rapprochements. Et donc, du coup, maintenant, il y a moins de friction et c'est beaucoup plus facile de penser une lutte anticapitaliste qui est à la fois antisexiste et qui est à la fois antiraciste. S'il y a 10 ans, c'était compliqué, là, ça commence à se débloquer un petit peu. Et heureusement et malheureusement, il y a aussi quelque chose qui aide à éclaircir les lignes, c'est qu'en France, avec toutes ces attaques de la droite et de l'extrême droite contre les mouvements de gauche en les traitant de islamo-gauchistes, parce qu'en étant soi-disant de gauche, on serait solidaire de l'islamisme. Donc vous voyez le pont très dangereux qui est fait ici. Et ben, a aussi apparu dans cette nouvelle l'extrême droite qui prend beaucoup de force, un féminisme d'extrême droite. Donc bon, là je mets des guillemets à féminisme. Mais du coup, grâce à ça, entre guillemets, il nous aide à éclaircir les lignes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le féminisme d'un côté et d'un autre côté la lutte de classe. Il y a un monde politique et on peut avoir à gauche un féminisme de gauche, un antiracisme de gauche et prendre la lutte de classe en même temps. Et de l'autre côté, des gens qui veulent parler, je ne sais pas ce qu'ils veulent vraiment dire d'ailleurs avec féminisme d'extrême droite, mais ils ont aidé à éclaircir les lignes. C'est soit on est féministe libéral et on s'approche des questions de droite, soit on est féministe matérialiste et d'extrême gauche. Et bon, voilà, c'est un débat que j'ouvre qui peut être polémique, mais en tout cas, dernièrement, ici, le panorama vraiment s'éclaircit, commence à s'éclaircir. On a des vraies convergences qui sont très intéressantes avec un féminisme, un antiracisme anticapitaliste et qui se veut le plus incluant possible. C'est fini. Perfecto. No sé si quieren agregar. C'est parfait. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose de très court. Oui, je voudrais partager sur la participation ou le rôle que nous jouons les femmes du mouvement en Honduras. C'est une participation active, c'est une participation qui lève les organisations clairement. Pour ça, il faut mener cette approche de genre, pas seulement vers les femmes, mais aussi vers les camarades qui font partie, les familles intégrales, un mouvement qui nous en joue très important, étant donné que nous avons cet espace pour pouvoir nous approprier dans chaque groupe où on participe. Il faut souligner qu'en Honduras, le mouvement social coopérativiste, les femmes, nous jouons un rôle très important depuis là. Je ne sais pas si, Gustavo, si tu veux dire quelque chose. Autrement, je vais clôturer l'événement. Je voulais vous remercier à chacun et chacune pour votre temps
à Doris, à Ahmad, à Jairo, à Gustavo, et vous dire que les camarades du Brésil nous ont fait parvenir pendant l'événement qu'aujourd'hui, ils commencent un jalon dans cette lutte et avec des manifestations à chaque place. Aujourd'hui, on fait la manifestation dehors Bolsonaro. C'est dans le champ populaire brésilien. Et dans cette lutte, nous les saluons, les camarades, et qui se trouvent dans une situation difficile, pas seulement par la pandémie, mais par le gouvernement et l'oppression dans tous les peuples et surtout dans un pays, peuple comme celui le brésilien. Alors, nous faisons parvenir toute notre solidarité depuis cet événement. Nous sommes en train de clôturer la table de notre conversation. Nous allons clôturer 10 minutes le Zoom. Et après ça, les camarades qui ont participé de l'événement, on va faire la clôture du réseau. Nous vous invitons dans ce même link, nous rejoindre dans 10-15 minutes. Un grand salut aux camarades qui ont intégré cette conversation. Merci beaucoup pour les traductrices qui vont s'arrêter maintenant. Alors, une chaleureuse salutation. Pardon.